Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatouba, la technique, Souley Bari, voici les titres. Le meurtre d'un chauffeur de taxi émeut les transporteurs. Leur collègue a été tué hier soir d'une balle par un automobiliste, un commerçant qui lui reprochait d'avoir heurté son véhicule. Kodou Diagne était sur les lieux du crime, son reportage dans un instant. Après le choc, la colère des taximens, leur syndicat compte se constituer partie civile dans cette affaire. Les manifestations sont prévues à Dakar. Et au Sénégal, l'autorisation de port et de détention d'armes à feu est réglementée. Dans ce journal, les explications du chef du bureau des relations publiques à la direction générale de la police nationale, l'adjudant-chef Henri VI. L'angoisse monte chez les producteurs du bassin arachidier. La cause, l'arrêt brusque des pluies dans la zone centre, une situation qui peut avoir des répercussions sur les rendements attendus. À suivre dans ce journal, les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée Aaron Adjouf. Un chauffeur de taxi a été abattu hier soir à Yoff. Son bourreau est un automobiliste commerçant de son état. Il lui reprochait d'avoir heurté son véhicule. Une querelle qui a donc viré au drame et après avoir tiré sur le chauffeur de taxi, le commerçant s'est livré à la gendarmerie. Le reportage de Kodou Diagne dans un instant. Après le choc, la colère des taximens, membres du syndicat de l'Union des transporteurs et chauffeurs propriétaires. Le syndicat pourrait se constituer partie civile dans cette affaire. Il prévoit des manifestations. Son président, Cheikh Ndiaye Teranga, joint par Maria Mamane. Inquiétude, désolation et peur. J'ai peur d'être sénégalais parce que maintenant, tirer sur les citoyens devient monnaie courante au Sénégal. Avoir ton pistolet, tirer sur les sangs. Depuis hier nuit, ils font des réactions, ils ont barré même la route de l'aéroport. Ce matin, j'étais allé là-bas vers 7h, à 9h, j'étais là-bas pour essayer de dire les taxis de quitter et de circuler et que je vais faire le nécessaire. Un jour viendra, j'ai appelé tous les taxis pour manifester notre mécontentement vers les autorités compétentes parce que vraiment, il y a trop de laisser-faire. Et puis, ce qui m'a frappé le plus, la réaction des autorités, au lieu de nous téléphoner, de nous présenter des condoléances, il nous a envoyé des gendarmes qui ligotent les chauffeurs qui sont mécontents, qui sont garés à côté. Ils ont ligoté devant moi, ils ont ligoté les conducteurs devant moi, devant un député de l'Assemblée nationale, à la personne de Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Devant lui, on va convoquer une réunion de sensibilisation, une réunion pour montrer notre mécontentement et vraiment déposer une plainte contre ce monsieur-là, que l'État fait son travail. Grâce que la justice fait son travail. Cheikh Ndiaye Teranga, le président du syndicat de l'Union des transporteurs et chauffeurs propriétaires. Je rappelle qu'un chauffeur de taxi a été abattu hier soir à Yoff. Son bourreau est un automobiliste commerçant de son état qui lui reprochait d'avoir heurté son véhicule. Et après avoir tiré sur le chauffeur de taxi, le commerçant s'est livré à la gendarmerie. Kodou Diagne était sur les lieux du crime. La station Shell de Yoff a reçu du monde ce matin. C'est ici qu'a eu lieu la mort tragique du taximan hier soir. Le pompiste est témoin des faits. Je lui ai vendu du carburant, ensuite il a fait demi-tour et aussitôt après, le gars l'interpelle pour lui dire qu'il a touché son véhicule, alors que ce n'est pas vrai. Les disputes ont commencé et chacun est sorti de son véhicule. Et le gars tire une fois en l'air, la deuxième fois c'est sur le pneu du taximan en lui disant qu'il va le tuer. Le taximan lui répond, si tu es Dieu, fais-le. Il tire sur sa tête. Pour régler le problème. Le taximan qui répondait au nom de Ibrahima Som n'a laissé derrière lui que désespoir. Il est mort hier. Il devait se marier le 12 novembre. Son collègue ne peut pas croire qu'il a perdu son ami. maanaam kam gañ nga liggéey ñëwal nga gontu ci oto bi pour mu gontu jeudi ak vendredi jeudi la gontu mbir ma am jeudi ci guddi taximan bi nga xam ne aussi moo toppoon ci ginnaaw moo ma expliqué li ma lay wax ni moo ma ne moom ci boppam moo fa jiitu waa ji topp ci ginnaaw taximan bi topp seen ginnaaw waa ji ne ko yow man maa la jiitu maa la njëkk a sol gasoil ñun tey dañu am lu ñu metti suñu biir xol trop ndax kii wàcc nii suñu nit la suñu kalaal xale bu ndaw la benn doom la ci yaayam bu góor.
Tous les taximans trouvés sur les lieux ne disent qu'une seule chose. La mort d'Ibrahima Samb est une des conséquences de leur manque de considération. La seule chose qu'ils souhaitent tous est que justice soit faite sur cette affaire. Code du Diagne, l'autorisation de port et de détention d'armes à feu est réglementée au Sénégal. Des enquêtes de moralité et de voisinage sont menées avant la délivrance d'une quelconque autorisation. Les explications de l'adjudant-chef Henri VI, chef du bureau des relations publiques de la Direction générale de la police nationale. Il est interrogé par Arona Gaye. C'est au terme des dispositions de l'article 2 du décret 66-887, 7 novembre 1966, qu'il a été dit qu'il faut une autorisation préalable pour pouvoir porter une arme ou détenir une arme. Cette autorisation fait suite à une très longue procédure administrative déclenchée depuis le début par le dépôt d'une demande individuelle adressée au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Cette demande comporte un imprimé, un timbre de 2000 francs, un extrait du casier judiciaire et une copie légalisée de la carte d'identité nationale. Ces pièces ne sont pas accompagnées par une enquête de moralité. Il y a des restrictions qui visent certaines personnes, par exemple les personnes de moins de 21 ans, sauf dérogation. Il y a un certain nombre de quotas qui est alloué par personne et il y a évidemment une restriction pour les personnes ayant subi des condamnations de peine d'emprisonnement, que ce soit avec ou sans sursis. Tout ce dossier est imputé à une division, la division des armes et munitions, qui se trouve au niveau de la police nationale. Et ce sont ces enquêteurs-là qui vont devoir interroger le requérant et donc procéder à une enquête de moralité, une enquête administrative, de voisinage et voir le comportement de l'individu, voir son état psychologique aussi également et voir comment l'utilisation qui sera faite de l'arme dont il demande l'autorisation. Adjudant-chef Henri VI, chef du bureau des relations publiques à la Direction générale de la police nationale sur Radio Sénégal à 13h07. L'angoisse monte chez les producteurs du bassin arachidier. La cause, l'arrêt brusque des pluies dans la zone centre. Une situation qui peut avoir des répercussions sur les rendements attendus. Les producteurs craignent de ne pouvoir rembourser les crédits. C'est pourquoi ils lancent un appel à l'État. Ibrahima Diallo. L'arrêt brusque des pluies dans la région de Kaolack a apporté un lot d'angoisse chez certains producteurs. Moussa Touré du village de Thiesekaymor dans le département de Nioro est l'un d'eux. Des champs de maïs sont gâtés pour l'arachide. Ceux qui ont de la chance peuvent récolter jusqu'à 50% du rendement attendu. Le mil a atteint le stade de talage et la pluie s'est arrêtée et les champs sont à sec. Ces producteurs qui avaient contracté un crédit de campagne sont dans le désarroi et appellent l'État à l'aide. Nous voulons que l'État soit au courant de notre situation pour nous aider. Nous avons contracté des prêts de campagne et les bailleurs ne comprennent pas souvent ceux qui sont victimes de calamités. Cette situation qui prévaut dans la commune de Kaymor est vécue dans toutes les zones de culture des régions de Kaolack et de Kaffrine, selon des témoignages recueillis auprès des producteurs. Elle peut avoir un impact sur les rendements attendus. À Kaolack pour la RTS, Ibrahima Diallo. Le ministre de l'Agriculture reconnaît quelques difficultés dans la présente campagne agricole. Papa Abdoulaye Seck évalue les risques de mauvaise récolte à 10% et il espère que la production arachidière va atteindre le niveau de l'année dernière. Voici le ministre de l'Agriculture, le docteur Papa Abdoulaye Seck. Depuis la nuit des temps, l'hivernage a été toujours marqué par des difficultés. La campagne ne peut pas être bonne partout. Pour l'hivernage de cette année, nous avons semé 4 fois, en juin, juillet et août. Il n'y a pas de problème pour les semis du mois de juin et de juillet. Je peux dire que 90% de ce que nous avons semé vont donner de bonnes récoltes et 10% seulement de mauvaises récoltes. Je rappelle qu'en 2014, les risques étaient de 33% de mauvaises récoltes. Avec ces risques, il faut noter que la production agricole a augmenté de 7%. Nous avons augmenté les surfaces cultivables. Pour l'arachide, la production ne sera pas en deçà de celle de l'année dernière. J'ai fait le tour des champs, c'est pourquoi je peux l'affirmer. Certains disent qu'il y aura une mauvaise récolte. Ils n'ont qu'à arrêter de jouer les oiseaux de mauvais augure.
Le ministre de l'Agriculture, le docteur Pape Abdoulaye Seck, interpellé hier à l'Assemblée nationale sur la campagne agricole. Ses propos ont été traduits par Aboubakry Yako. Et les députés examinent en ce moment le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Nous y reviendrons avec Yolande Ndiaye à l'Assemblée nationale. Et cet après-midi, les députés examinent le projet de loi d'orientation pour la promotion de l'habitat social. L'évaluation de la loi portant baisse du loyer est en cours. Les résultats doivent parvenir au chef de l'État avant début novembre. À Matam, le service régional du commerce n'a enregistré que 16 réclamations depuis l'entrée en vigueur de cette loi il y a plus de 2 ans. Les bailleurs l'appliquent à la grande satisfaction des locataires à Liuntal. Dans la région de Matam, les bailleurs avaient pour la plupart respecté la loi relative à la baisse du loyer dès sa mise en œuvre en 2014. Aujourd'hui encore, des locataires bénéficient de cette mesure. Ce locataire confirme. Mohamed Niakhaté, locataire habitant à Alloar, Matam. J'avais constaté qu'il y a une application par les bailleurs de la loi, parce qu'on a constaté vraiment une diminution de la location. Bon, le bailleur a diminué les coûts de la location. La location était de 100 000 francs. Là, il a diminué de 25 000 francs tout en appliquant la loi. Pas beaucoup de récriminations. Très peu de locataires ont adressé des plaintes au service régional du commerce. De janvier 2014 à nos jours, ce service n'a enregistré que 16 réclamations. Momodou Kamara, chef du service régional du commerce de Matam. Depuis que je suis là, au mois de mars 2016, je n'ai pas eu encore de réclamations concernant l'application de cette loi-là. Bon, mais dans les archives du service, j'ai retrouvé qu'il y a eu des réclamations juste au début de l'entrée en vigueur de cette loi en 2014. Donc j'en ai retrouvé 16, c'est pas beaucoup. Donc comme je vous le disais, il n'y a pas une grosse tension sur le montant des loyers dans la région de Matam. C'est peut-être ce qui explique cette situation. Les prix du loyer sont un peu plus chers à Matam, où un déficit de logement est noté, contrairement à Ourossogui où l'offre est plus importante. À Luntal, Matam pour Radio Sénégal. De 2012 à 2014, plusieurs projets ont été mis en œuvre dans la région de Ziguinchor dans différents domaines. Les investissements publics durant cette période sont estimés à près de 270 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la conférence territoriale d'harmonisation de Ziguinchor, Mariama Pendadja. La conférence territoriale d'harmonisation de la région de Ziguinchor montre que 80% des engagements pris par le chef de l'État concernant la zone sud ont été réalisés. C'est donc avec des preuves palpantes que ce résultat a été retenu par le gouverneur de région, Al-Hassan Sall. Rien que les investissements publics, à près de 270 milliards pour la période 2012-2014. Dans plusieurs secteurs comme l'hydraulique, avec la réalisation du deuxième plus grand château d'eau d'Afrique de l'Ouest, ici à Ziguinchor. L'éducation, avec la réalisation de CEM, de salles de classe, l'enseignement supérieur avec l'extension de l'université Hassan Sek, l'énergie avec l'extension de la centrale de Boutout, le désenclavement aussi bien aérien que terrestre. Cependant, la satisfaction notée au cours de la rencontre n'a pas empêché l'évocation de certaines recommandations comme la voie de contournement et la construction du pont sur le fleuve Gambie. Concernant les projets qui traînent toujours les pieds, le gouverneur met en place un comité de pilotage qui veillera sur leur exécution. Al-Hassan Sall. Pour ce qui reste, soit c'est des projets qui sont en cours, qui ont démarré et qui ne sont pas encore achevés, ou alors des projets que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, le pont sur le fleuve Gambie, la voie de contournement également, nous ne maîtrisons pas parce que ça concerne plusieurs régions. Aujourd'hui, nous avons institué un comité de suivi de tous les projets pour que aucun projet ne soit laissé en rade. Cette conférence a été une occasion pour le gouverneur de saluer le nouveau projet de l'État qui soutient les populations de la zone frontalière en équipement. Ziguinchor, Mariama Penda Diallo, Radio Sénégal. La MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements, a ouvert un bureau à Dakar, le premier en Afrique. La MIGA va travailler dans la sécurisation des investissements du plan Sénégal émergent. Hadifal Koulibaly. Depuis quelques années, l'investissement direct étranger se fait de plus en plus rare à cause, entre autres, du faible retour d'investissement comparé aux gros risques pris par l'investissement
investisseurs. Pour parer à cela, l'Agence multilatérale de garantie des investissements ouvre ses portes à Dakar. Objectif, accompagner les promoteurs entrant dans les marchés émergents comme le Sénégal. La chef du bureau de la MIGA à Dakar, Oda Atié Mustafa. La stratégie de MIGA, dans sa majorité, consiste à appuyer ces pays les plus pauvres des pauvres de plus en plus, et on va être présent de façon locale pour réagir aux besoins locaux. La présidente directrice générale de la MIGA, Keko Ndou. La stratégie en Afrique est importante et nous mettons l'accent sur plusieurs piliers. D'abord, nous renforçons les partenariats stratégiques avec la Banque mondiale, le bureau régional qui sont bien intégrés dans le groupe. Nous allons travailler pour les transactions, mais également pour donner des conseils PPP et transactions pour identifier les priorités très tôt. Le choix de la MIGA d'ouvrir son bureau à Dakar n'est pas fortuit. Le ministre en charge du PSE, Abdoul Aziz Tal. Si nous faisons une première évaluation du financement du PSE, nous tombons sur un chiffre d'environ 12 000 milliards de francs CFA. Sur les 12 000 milliards de francs CFA, le financement public doit tourner autour d'un tiers. Cela veut dire donc que les 2 tiers sont attendus du secteur privé, national et international. Tous ces investisseurs qui vont venir pour apporter ce complément par rapport aux efforts qui sont consentis par l'État auront besoin de garanties. Et c'est la raison d'être et la raison pour laquelle MIGA a accepté de venir au Sénégal. La MIGA va ainsi servir le plan Sénégal émergent. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Côte d'Ivoire, des partis politiques réunis au sein du Front de refus se sont retrouvés ce matin à Abidjan. C'est pour protester contre le projet de nouvelle constitution. En Égypte, au moins 12 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles. Le bilan inclut 6 personnes tuées lorsqu'un bus s'est retourné sur une route inondée dans une province du sud du pays. Le Premier ministre français entame aujourd'hui une visite de 4 jours dans 3 pays africains, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Manuel Valls, qui apparaît de plus en plus comme possible recours en cas de défection de François Hollande pour la présidentielle 2017, veut en profiter pour donner sa vision des relations franco-africaines. 13h17, les sports, c'est avec Benoît Bayan, bonjour. Bonjour Guetouba. Fin demain, samedi, de tournoi de lancement de la saison de football au Sénégal. Ce sera avec la finale du Trophée des champions entre Djamba, vainqueur de la Coupe de la Ligue, et Union Sportive de Gorée, championne en titre de la Ligue 1 2015-2016. Un autre match de mise en jambe bénéfique pour certaines équipes comme Gorée qualifiée pour la Ligue africaine des champions. Alima, l'entraîneur des Insulaires, nous en dit plus. Nous préparons sereinement ce match parce que Djambar, c'est un adversaire très difficile à jouer. Mais ces matchs-là sont bénéfiques pour les joueurs et pour nous, les entraîneurs, parce que ça nous permet de voir les effectifs et de régler certaines choses, tactiquement, comment les joueurs ils se comportent, et aussi le comportement global des joueurs aussi sur le terrain. Donc je pense que c'est bien, il faut qu'on continue sur cette lancée-là. Ça nous permet aussi de voir comment on peut se comporter en sortant aussi. On doit jouer notre premier match championnat avec le Stade de Mour. Donc on va voir toutes ces choses-là et voir les joueurs qui sont aussi en forme et qui vont pouvoir jouer le début du championnat. Après ces tournois que vous avez participé, est-ce qu'on peut dire que l'Union Sportive de Gorée est prête pour le championnat? Vous savez, on peut dire que l'équipe elle est prête, mais le championnat c'est autre chose. Donc nous allons jouer déjà à l'extérieur, dans un terrain hostile. On sera prêt que peut-être après beaucoup de journées. 5-7 journées après le premier match, ce sera très difficile parce qu'on va en bout. Donc c'est après qu'on pourra dire qu'on est prêt. Donc je pense qu'il faut déjà préparer ces matchs-là sereinement. Surtout que cette saison, vous serez sur le continent en Ligue africaine des champions. Chaque jour que je parle aux joueurs, je leur dis que nous devons être une équipe africaine, ne pas prendre des buts, marquer des buts aussi, et savoir marquer des buts à l'extérieur, ne pas s'exposer, de ne pas donner des ballons faciles à l'adversaire. Moi, je pense que c'est comme ça. Je leur dis que toujours il faut être concentré et aussi jouer au coup de sifflet de l'arbitre. L'Afrique, c'est comme ça, s'attendre à tout.
Voilà, c'était Alimal, l'entraîneur des insulaires de l'Union sportive de Gorée qui rencontre demain les académiciens de Djambar en finale du tournoi, donc du trophée des champions. Match prévu demain à partir de 17h au stade Demba Diop de Dakar. Un match que vous pouvez suivre en intégralité sur Radio Sénégal. À Kaolack, l'ODCAV est prêt pour les finales de la Coupe du Maire de demain samedi. Oui, l'ODCAV qui est prêt avec ses finales cadets, juniors et seniors de la Coupe du Maire. Des rencontres prévues demain samedi entre Ufon et Boustan en cadet et Diamono contre Albouri en junior et senior, nous dit Elhaj Khan de RTS Kaolack. L'ODCAV de Kaolack prépare activement la finale de la Coupe du Maire de Kaolack afin que tous les contours soient cernés. Une réunion technique s'est tenue avec les partenaires. Cheikh Oundoy, le secrétaire général de l'ODCAV de Kaolack. Tous les acteurs ont été conviés à la réunion et nous avons discuté sur l'organisation. On a remarqué qu'à chaque finale, il y a des problèmes et cette fois-ci, on voudrait vraiment amoindrir ces problèmes. On a donc pratiquement travaillé sur la sécurité, et cause pour laquelle aujourd'hui nous avons parlé avec la police. Nous avons donc parlé aux ASC finalistes. Du côté du conseil municipal, toutes les dispositions sont prises pour relever le défi de l'organisation. Diaoussar, membre de la commission sport et loisirs. Madame le maire Maria Massar, quand elle a une finale pareille, vraiment ça doit être une finale en rose. Nous allons essayer en synergie de renforcer vraiment tout ça pour que nous puissions avoir une très belle finale. Nous allons mobiliser tout Kaolack. Et cerise sur le gâteau, les subventions destinées aux ASC seront remises le jour de la finale, nous dit Diaoussar. Nous avons fait le maximum possible pour les subventions. Les mandats même ont été envoyés au niveau de la perception. Que les chèques se font actuellement à Dakar. C'est le payeur général qui paye toutes les subventions. On nous a déjà retourné les subventions. On a repris les mandats. Ahmad, en tant que comptable, a déjà tout fait et il les a déjà acheminés vers Dakar pour qu'au moins le jour de la finale, que les ASC puissent recevoir leurs subventions. Les affiches de cette finale en cadet, l'ASC UFA de la zone 4A sera opposé à l'ASC Boustan de la zone 1A. C'est les juniors seniors. Albouri des abattoirs Ndolofen fera face à Diamono de Ndargundaou. Un vrai derby de la zone 4A. Kaolack pour la RTS et la Djukan. Merci Benoît. Du football sur le continent. On joue demain samedi la finale allée de la Coupe CAF. Elle oppose les Algériens du Moulidia Olympique de Béjaïa aux Congolais du tout-puissant Mazembe. Match prévu à partir de 19h30 au stade Moustapha Tchaker de Blida en Algérie. Le successeur de l'étoile sportive du Sahel, vainqueur de la Coupe de la Confédération 2015, sera connu le 6 novembre prochain à l'issue de la finale retour à Lubumbashi au Congo. Tir sportif et volleyball dames pour terminer. Chez les dames, volleyball catégorie des moins de 23 ans, dur a été l'apprentissage pour les Lioncelles du Sénégal au championnat d'Afrique à Nairobi au Kenya. Les Sénégalaises, 4 défaites en autant de sorties, terminent à la dernière place. Les Égyptiennes conservent leur couronne. Et puis tir et chasse chez nous, la Fédération sénégalaise lance finalement sa saison 2016-2017 ce dimanche 30 octobre. Ce sera avec la coupe du président de la Fédération. Les tireurs inscrits vont s'affronter au combiné 22 et au P22 pour les détenteurs de pistolets de défense. C'est tout pour les sports. Roukier Touba. Merci Benoît Badiane. Octobre rose est un mois plein d'activités pour la Ligue sénégalaise contre le cancer. Durant ce mois consacré à la lutte contre cette maladie, la LISCA a formé 565 sages-femmes au diagnostic et au traitement des lésions précancéreuses. Elle a également construit et équipé une salle de chimiothérapie à l'hôpital Aristide Le Dantec. La présidente de la LISCA, le docteur Fatima Guenoun, est l'invitée de ce trésor. Elle est interrogée par Maria Mamane. Madame Guenoun, vous voulez bien nous dire la date de création de la Ligue? La Ligue a été créée en 1985. Comment vous est venue l'idée de créer cette Ligue? La Ligue a été créée par des professionnels de la santé, des professeurs d'université qui étaient directeurs de l'Institut, qui vivaient avec les malades atteints de cancer. Et ils n'avaient pas assez le temps de s'occuper d'une association parce qu'une association nécessite beaucoup de temps. Et en fait, c'est la raison pour laquelle la Ligue a connu une longue période de léthargie et elle a été redynamisée en 2009. Et c'est depuis 2009 qu'on a eu beaucoup de bonne volonté, beaucoup de personnes qui ne sont pas de la santé, raison pour laquelle la Ligue continue à fonctionner. Et quelle est la mission que s'est assignée la Ligue? En fait, c'est la lutte contre le cancer sous toutes ses formes, sur le plan juridique, sanitaire, de la recherche. Et pour cela, la Ligue fait de la sensibilisation, de la communication et de l'information vers les populations. Qu'est-ce que vous avez eu à faire, les grandes lignes de vos actions? Depuis
Depuis 2009, nous avons fait beaucoup de caravanes de sensibilisation en rapport avec le ministère de la Santé. Nous avons fait des conférences pour des associations, pour des entreprises, pour des écoles et nous avons aussi organisé des journées de consultation, de dépistage sur plusieurs cancers. Nous avons eu à former des sages-femmes à travers le Sénégal et nous avons fait beaucoup d'actions, c'est-à-dire envers les malades, parce que nous prenons en charge des malades atteints de cancer. Quand nous avons organisé notre téléthon en 2010, nous avons pris plus de 157 malades à hauteur d'1 million par malade. Nous continuons à prendre en charge les malades, mais le volet le plus important, c'est la prise en charge psychologique que nous faisons tous les premiers mercredis de chaque mois et tous les derniers mercredis de chaque mois. Et ça, c'est un groupe de parole des malades, des parents des malades et des survivants du cancer. Et par rapport à votre campagne Octobre Rose, quels ont été les temps forts de cette édition 2016? On a organisé 2 journées de consultation à Dakar où on a senti l'engouement des femmes, où on a senti que l'information sur le cancer est passée parce que nous avons reçu beaucoup de femmes. Le 8 octobre, nous avons reçu 860 malades. Le 22, nous avons reçu plus de 1800 malades. Et dans les régions, nous avons consulté aussi 575 malades. De ce fait, en tout, nous avons plus de 3333 malades consultés. Nous avons formé des sages-femmes. Cette année, nous avons formé 65 sages-femmes. Et parce que, en fait, quand nous allons dans les régions, ce que nous faisons en plus, c'est formation sur l'infection visuelle, IVA, IVL et au traitement, c'est-à-dire pour des lésions précancéreuses. Et pour cela, nous avons vu des femmes, nous avons fait des traitements parce que chaque région où nous allons, nous laissons un appareil de cryothérapie pour traiter les lésions précancéreuses. Nous avons distribué des bons. Le 20 octobre, Madame le ministre de la Santé a inauguré la nouvelle salle de chimio que la Ligue a offerte à l'Institut du cancer de l'hôpital Aristide Le Dantec pour désengorger la petite salle où les malades étaient en attente. Et cette nouvelle salle va permettre d'améliorer la prise en charge du cancer pendant le traitement de la chimiothérapie. C'est une grande salle qui est aérée. Nous avons des fauteuils agréables, des lits où les malades pourront recevoir leur traitement calmement et dans la sérénité. Je pense que notre objectif a été atteint cette année. Docteur Fatma Guenoune, je vous remercie. À présent, la revue de presse est avec Arona Diouf. Le Premier ministre face aux députés hier, une prestation de Mohamed Boun Abdallah Dionne diversement appréciée par la presse quand Direct Info parle d'un PM qui rassure et déroute son opposition. Enquête Quotidien aussi parlant du débat autour du pétrole avec le gouvernement qui a coupé hier l'herbe sous les pieds de l'opposition. La preuve entretenue depuis un bon moment par l'opposition, le débat sur la convention signée entre l'État du Sénégal et la société Petrotim a pourtant été soulevé, note le journal, par un député de la majorité qui a demandé d'amples explications au gouvernement sur la question. Du coup, celui-ci poursuit enquête à couper l'herbe sous les pieds de l'opposition qui s'est montrée moins bavarde que d'habitude parce que contrairement aux exercices précédents, écrit la Tribune, il a changé de stratégie hier en laissant le soin à ses ministres de répondre aux différentes interpellations des députés, se contentant seulement d'introduire avant de laisser les concernés développer. Ainsi, affaire Petrotim, fichier électoral, coupe de bois, liste L'As Quotidien, liberté de marche, confection de cartes d'identité, liste pour sa part Libération. John se réjouit, le journal, mais les points sur les i est réussi. Selon L'As, son show, un show, une mascarade justement. C'est ce qu'en pensent mes confrères de Walf Quotidien, des confrères qui appellent de tout leur vœu à la fin de ce qu'ils qualifient de mascarade, de se lâcher alors. Tout ça pour ça, comme dirait l'autre soufisque Charles Gaï
Maïké Diène, l'auteur de l'article Toute la République, a été mobilisé pendant toute une journée pour permettre à des ministres de réciter leurs leçons, ironise Walf, dénonçant encore une fois ce qu'il qualifie à sa une de farce de mauvais goût à leur compte. Le très critique Walf Quotidien poursuit ses tacles parlant d'un pouvoir qui s'est perdu dans ses explications à propos des contrats pétroliers. L'Observateur, l'AS, Libé lui décerne un satisfecit. Et s'agissant du débat sur la répression de la marche du 14 octobre dernier, aujourd'hui dans l'opposition, le Parti démocratique sénégalais subit, selon le quotidien, les méfaits de l'arrêté Ousmane Ngom, et le régime de Macky Sall ne se gêne pas pour lui appliquer la formule de l'arroseur arrosé. Oui, parce qu'accusé de vouloir restreindre les libertés publiques comme le droit de marche, le gouvernement a jeté un regard dans le rétroviseur pour se défendre, et justement c'était l'enjeu de ce grand oral, indique Daou Thiaw de Direct Info, mon confrère, qui rappelle qu'en démocratie il faut expliquer pour convaincre. Un exercice selon Daou Thiaw que Mohamed Boun Abdallah Dionne a réussi, et bien réussi. 13h30, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres: le meurtre d'un chauffeur de taxi émeut les transporteurs. Leur collègue a été tué hier soir d'une balle dans la tête par un automobiliste commerçant de son état. Il lui reprochait d'avoir heurté son véhicule, et le syndicat des transporteurs et chauffeurs propriétaires compte se constituer partie civile dans cette affaire. Des manifestations sont prévues à Dakar. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndaw et Ouleili, à la technique RSI Souley Bari, National Ousmane Ba. Laba Soumaré est au CDM. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.